L'odeur de formol vous frappe en premier, puis le silence. 14 personnes observent votre plateau de dissection s'écraser au sol, et pas une seule ne bouge, pas une seule ne parle. C'est à ce moment-là que vous réalisez que les règles censées vous protéger n'existent pas ici. C'est à ce moment-là que vous comprenez que vous êtes complètement seul. Léa Dubois a appris cette leçon en exactement 4 secondes, un lundi après-midi. 4 secondes qui lui enseigneraient tout ce qu'elle devait savoir sur le pouvoir, la protection et ce qui se passe lorsque le système est conçu pour vous laisser tomber. Le laboratoire de chimie du lycée Saint-Michel sent encore l'ammoniac et les promesses brisées quand Léa y repense. Elle y était depuis exactement 6 jours en tant que nouvelle élève. 6 jours à cartographier méticuleusement les sorties, à répertorier les caméras de sécurité et à maintenir le genre de profil bas qui vient avec l'habitude. Son jeune frère Léo, un élève de seconde, était censé être celui qui passe inaperçu. Elle était censée se fondre dans la masse, finir sa première et disparaître dans ce qui viendrait ensuite. Théo Bernard avait d'autres projets. Il se tenait près de son poste de travail cet après-midi-là, son blouson de sport impeccable sous les néons. Son père dirigeait l'inspection d'académie. Ce fait planait dans l'air comme une menace que personne n'avait besoin de prononcer à voix haute. Derrière Théo, Lucas Martin bloquait la porte avec le genre d'intimidation désinvolte qui vient de n'avoir jamais à faire face aux conséquences. Hugo Leroy enregistrait tout depuis le coin, son téléphone incliné pour paraître innocent. Les élèves transférés qui n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité ne devraient pas suivre de cours de spécialité, dit Théo. Sa voix porta à travers le laboratoire, assez forte pour que tout le monde l'entende, assez douce pour paraître presque amicale. Surtout ceux qui bénéficient d'une bourse. Le plateau bascula sur les genoux de Léa. Le liquide imprégna son jean. Le spécimen conservé glissa sur le carrelage, laissant une traînée que personne ne nettoierait avant des heures. Elle ne scia pas. Ses mains cherchèrent des essuie-tout avec une précision méthodique, essuyant chaque doigt tout en comptant du regard sans lever les yeux. Porte principale. Lucas la bloquait. Sortie de secours. Derrière l'équipement. Fenêtre. Renforcée par un grillage. 3 issues. 2 compromises. Une nécessitant qu'elle passe devant la hotte où Théo s'appuyait maintenant, assez près pour chuchoter. Vendredi après-midi, 16h15, section nord du parking. Nous devons discuter de ta place ici. Son doigt tapota son cahier, laissant une empreinte humide sur la page où elle prenait des notes sur la respiration cellulaire. L'ironie ne lui échappa pas. Respirer était censé être automatique. Ici, même cela semblait calculé. La main de Léa se porta à son poignet gauche. Le mouvement semblait nerveux, agité. Le genre de choses que font les adolescents anxieux. Mais ses doigts trouvèrent de la paracorde tressée selon un motif spécifique. Le genre que les commandos enseignent à leur famille, le genre que son père portait jusqu'au jour où son convoi de transport a percuté un EEI en Afghanistan. Quand elle parla, sa voix aurait pu lire une liste de courses. Article 14, paragraphe B du règlement intérieur, intimidation verbale en présence de témoins. Documenté à 16h07. Je serai là. La précision atterrit comme une gifle. Le sourire de Théo vacilla. Lucas déplaça son poids, soudain incertain. Le téléphone d'Hugo trembla légèrement dans sa main. Monsieur Durand, le professeur de chimie, leva enfin les yeux de son bureau. Un problème ici? Le masque de Théo se remit en place. Non, monsieur. Juste en train d'aider la nouvelle élève avec le protocole de laboratoire. Elle semble confuse quant aux procédures de manipulation appropriées. Il passe devant le poste de Léa, assez près pour que sa manche frôle son épaule. Vendredi, Léa, ne sois pas en retard. La sonnerie libéra 14 élèves qui sortirent en silence, accordant à son poste de travail le genre de distance habituellement réservé aux matières dangereuses. Léa resta assise, respirant selon un schéma spécifique. 4 temps à l'inspiration,
rétention, 6 temps à l'expiration. Le rythme que l'unité de son père lui avait enseigné pour contrôler la panique dans les zones de combat. Elle sortit son téléphone. L'écran de verrouillage montrait une photographie, délibérément floue mais reconnaissable si l'on savait quoi chercher. 5 soldats en camouflage désert. Un visage rayé avec une clé, des dégâts qu'elle s'était infligés elle-même des mois auparavant, lorsque le cercueil drapé du drapeau était rentré à la maison. Son pouce survola ses photos, puis se déplaça vers l'application horloge à la place. Elle nota l'heure dans la marge de son cahier abîmé, écrivant d'une écriture minuscule et précise, celle de quelqu'un qui comprend que la documentation est une question de survie. Lundi 16h07. Incident labo. 14 témoins. TB plus LM plus HL. Pourquoi une jeune fille de 16 ans cite-t-elle le règlement comme une avocate? Pourquoi respire-t-elle comme quelqu'un entraîné au combat? Et pourquoi ce bracelet en paracorde ressemble-t-il moins à un bijou qu'à un outil? Le mystère planait lourdement dans le laboratoire vide, tandis que Léa ramassait son matériel imprégné de produits chimiques. Elle se tint dos au mur, vérifia dans les 2 directions et entra dans le couloir. Ses bottes, de style tactique, cachées sous son jean, pas les baskets que portaient les autres élèves de première, ne firent aucun bruit sur le sol poli. 6 jours. 6 jours de chuchotements qui s'éteignaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. 6 jours d'accidents qui laissaient des bleus qu'elle ne mentionnait jamais. 6 jours à être invisible d'une manière qui vous rend hyper visible aux prédateurs. Si vous avez déjà été le nouveau dans un endroit où les règles ne s'appliquent pas à tout le monde, vous savez ce qui va arriver. La question n'est pas de savoir s'ils vont intensifier, c'est de savoir si elle tiendra encore debout quand ils le feront. Le mardi matin arriva enveloppé d'un brouillard qui refusait de se dissiper. Léa atteignit son casier à 7h42 pour le trouver grand ouvert. Pas cassé, juste déverrouillé. La porte ballottant librement sur des charnières qui auraient dû être sécurisées par une combinaison qu'elle seule connaissait. À l'intérieur, ses manuels avaient été réarrangés. Rien ne manquait, juste déplacé. Le message était clair. Nous pouvons t'atteindre quand nous voulons. Elle photographia le casier sous plusieurs angles. Sa coque de téléphone était vert militaire avec un petit insigne près de l'objectif de l'appareil photo. Elle ne toucha à rien d'autre. Elle ferma simplement la porte et se rendit à son premier cours, son sac à dos contenant déjà tout ce dont elle aurait besoin pour la journée. Prévoir à l'avance avait cessé d'être une option des années auparavant. Théo la trouva à la fontaine à eau, entre le 2e et le 3e cours. Le couloir était assez bondé pour qu'il y ait des témoins, assez vide pour une dénégation plausible. Il s'appuya contre le carrelage à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente son eau de Cologne. Chère, délibérément envahissante. « Ton père est mort en Afghanistan, n'est-ce pas ?» Sa voix était désinvolte, conversationnelle. Un commando marine, une histoire assez héroïque, d'après ce que disent les dossiers de l'administration. Léa se redressa lentement. L'eau gouttait de son menton. Elle ne l'essuya pas. Le bureau de l'inspecteur d'académie a un dossier complet sur tous les transferts, continua Théo. Antécédents familiaux, école précédente, dossier disciplinaire. Mon père s'assure de savoir qui fréquente ces couloirs. Il marqua une pause. Dommage pour ton père, je parie qu'il serait déçu de te voir ici. À accepter la charité, à prendre la place destinée aux élèves qui ont vraiment leur place. Les mots étaient conçus pour fissurer les fondations. La mâchoire de Léa se serra, seule réaction visible. Sa main gauche tomba sur son poignet, ses doigts traçant la paracorde sous sa manche. « Tu as fini ?» Sa voix aurait pu couper du verre. « Même pas prêt !» Théo se décolla du mur. « À vendredi !» Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre. Léa le regarda partir, puis jeta un coup d'œil à son poignet. La montre connectée sous la manche de sa veste affichait une icône d'enregistrement. 42 secondes d'audio. Horodaté, téléchargé vers un stockage cloud. Elle avait appris la documentation à la dure. Madame Garcia, la bibliothécaire, se tenait à 3 mètres au comptoir de près.
Leurs regards se croisèrent pendant une demi-seconde avant que celui de la bibliothécaire ne retombe sur les livres qu'elle scannait. Le message était clair. « Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. C'est comme ça que ça marche ici. » Le troisième cours d'histoire approfondie passa dans un flou de conférence que Léa ne traita pas. Son téléphone vibra 2 fois. Des SMS de Léo demandant des plans pour le déjeuner. Les messages semblaient désinvoltes, mais le sous-texte était plus profond. Son frère rentrait toujours avec des amis maintenant. Elle l'avait arrangé dès le 2e jour, après avoir remarqué les yeux de Théo s'attarder trop longtemps près des casiers des élèves de seconde. Dès mercredi, la campagne est devenue numérique. Le téléphone de Léa explosa de notifications pendant le 4e cours. Un faux compte de réseau social était apparu du jour au lendemain. La vraie histoire de Léa. La photo de profil était sa photo de lycée, mal éditée pour la faire paraître ivre. Les publications inventaient des histoires sur son ancienne école, des incidents fabriqués impliquant des drogues, des bagarres, une ordonnance restrictive d'un garçon qu'elle aurait harcelé. Les commentaires se multipliaient comme des virus. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Ça explique le transfert en milieu d'année. Pas étonnant qu'elle n'ait aucun ami. Hugo était assis, 3 rangées devant. Son téléphone face cachée sur son bureau, les épaules voûtées. La posture de quelqu'un qui essaye d'être invisible. La culpabilité peut-être, ou juste l'autopréservation dans l'orbite de Théo. Léa fit des captures d'écran de tout. Horodatage, nom d'utilisateur, adresse IP visible dans les paramètres du compte grâce à des méthodes que la plupart des adolescents ignorent. Elle ouvrit un ordinateur de la bibliothèque plus tard cet après-midi-là, exécutant des outils d'analyse réseau qui traçaient le compte jusqu'à une adresse résidentielle dans le quartier de Théo. Elle enregistra les fichiers journaux sur 3 disques séparés. La documentation n'était pas seulement une preuve. C'était une arme. Son père lui avait appris cela avant de lui enseigner comment se défendre. Jeudi apporta des dégâts matériels. Léa arrive au cours de sport pour trouver son casier forcé. La porte métallique était tordue, là où quelqu'un avait utilisé un levier, un pied de biche probablement. Son uniforme était déchiqueté, coupé méthodiquement avec des ciseaux ou une lame. Sur le panneau arrière du casier, un marqueur rouge formait des mots en majuscules rageuses. « La prochaine fois, ce sera toi ». Elle photographia tout avant de toucher quoi que ce soit. La caméra de sécurité dans le coin aurait dû filmer cela. Mais quand elle se tourna pour vérifier son angle, l'objectif pointait vers le mur opposé. Quelqu'un l'avait déplacé, quelqu'un ayant accès à l'entretien du bâtiment. Coach Moreau passa, un presse-papiers à la main. Son expression passa de la surprise à l'inquiétude, puis à une neutralité prudente. « Vandalisme. Je vais déposer un rapport à l'administration. » « Vérifiez les images de la caméra, » dit Léa calmement. « La caméra est cassée depuis des semaines. Coupe budgétaire. » Le ton de la coach était apologétique mais ferme. Léa se positionna exactement dans l'angle mort de la caméra actuelle. Elle montra le casier vandalisé, puis l'horodatage sur son téléphone, s'assurant que les deux étaient visibles dans le cadre, créant des preuves pour la seule caméra qui était censée ne pas fonctionner. Elle se changea dans les toilettes, portant les vêtements de sport de la veille, tirés de son sac à dos. Avoir toujours des solutions de rechange était une autre compétence de survie. Dès vendredi matin, l'agression académique commença. Léa fut convoquée au bureau de Madame Delacroix, la proviseure adjointe, pendant l'heure de permanence. L'appel vint par l'intermédiaire d'un surveillant, assez officiel pour paraître menaçant. Madame Delacroix était assise derrière son bureau, des lunettes de lecture posées bas sur son nez. Une photographie de M. Bernard, l'inspecteur d'académie, le père de Théo, était accrochée en évidence au mur derrière elle. Un rappel de la hiérarchie. « Votre relevé de notes, » dit Madame Delacroix sans préambule. « Il y a une anomalie. » L'estomac de Léa se serra. « Quel genre d'anomalie »
Selon nos dossiers, vous n'avez pas les prérequis pour la chimie de spécialité ou l'histoire approfondie. Le bureau de l'inspecteur d'académie remet en question votre affectation. Madame Delacroix fit glisser un papier sur le bureau. Nous pourrions devoir vous transférer en classe normale en attendant vérification. Le timing était chirurgical. Le père de Théo, brandissant son pouvoir d'en haut, la sabrant sans laisser d'empreinte sur l'arme. Léa fouilla dans son sac à dos. Elle en sortit un dossier contenant 3 copies de son relevé de notes officielles. Une du secrétariat de scolarité de son ancienne école, une certifiée par le service des affectations de l'académie, une notariée. Elle sortit également la correspondance par email avec son ancien conseiller d'orientation, complète avec les descriptions de cours et les confirmations de notes. Accusé de réception, ajouta-t-elle, faisant glisser les numéros de suivi postal sur le bureau. Envoyé à ce bureau 4 semaines avant ma date de rentrée, la confirmation de signature montre qu'ils ont été reçus. L'expression de Madame Delacroix changea plusieurs fois. Surprise qu'une jeune fille de 16 ans arrive armée de documents légaux. Frustration que le piège ne se soit pas refermé. Un respect à contre-cœur enfoui sous l'obligation administrative. « Je devrais vérifier cela avec l'inspecteur d'académie », dit Madame Delacroix prudemment. « Prenez votre temps. » La voix de Léa resta égale. « Je ne vais nulle part. » La vérification prit 38 minutes. Léa était assise dans la salle d'attente, observant les autres élèves défiler. Violation du règlement vestimentaire, permis de stationnement, demande de lettres de recommandation pour l'université, des problèmes d'adolescents normaux. Elle aurait échangé sa place avec n'importe lequel d'entre eux. Madame Delacroix émergea avec un sourire contraint. « Votre affectation est maintenue. Il y a eu une erreur administrative dans les dossiers de transfert. » « Erreur administrative », répéta Léa. « Oui. » Le mot portait un avertissement. « Ne poussez pas plus loin. » Léa se leva. « Merci de cette clarification. » Alors qu'elle atteignait la porte, Madame Delacroix parla à nouveau. « Léa, un conseil. C'est un bon lycée avec une solide réputation. Ne vous créez pas de problème. » Le sous-texte était clair, le système protège les siens. Léa hocha la tête et partit sans répondre. Son père disait que les pires ordres viennent des gens qui pensent vous aider. L'escalade physique arriva pendant le déjeuner du vendredi. Léa prit le long chemin jusqu'à la cafétéria, suivant les schémas qu'elle avait établis au cours de 6 jours de cartographie de la géographie du lycée. Elle savait quels couloirs avaient des caméras fonctionnelles, quelles cages d'escalier étaient surveillées, quelles sorties étaient réellement des sorties. L'escalier nord-est, près de la salle de musique, était un angle mort. 3 lumières cassées, caméras pointées vers le plafond, peu de passages. Elle était à mi-chemin quand Lucas apparut en haut. Ses pas étaient trop rapides, trop lourds. La vision périphérique de Léa capta son bras qui s'étendait, une poussée visant son omoplate. Le genre de choc qui semble accidentel mais envoie quelqu'un dégringoler des marches en béton. Son corps réagit avant que son esprit ne traite la menace. Elle se recroquevilla, roula, convertit l'élan descendant en mouvement horizontal. Le mouvement était entraîné, automatique. Technique de chute de combat, version militaire. Elle atterrit en bas accroupie, genoux pliés, bras écartés pour l'équilibre. 3 élèves tournèrent le coin, témoins de son atterrissage, mais pas de sa poussée. Lucas descendit lentement, la main sur la rampe, l'image même de l'inquiétude. « Oula, ça va? Ces escaliers sont dangereux. » Léa se leva, vérifiant ses paumes pour des éraflures. « Aucune. »« Attention, » dit-elle, « ces escaliers sont vraiment raides. » Elle tendit la main comme pour l'aider à descendre les 2 dernières marches, un geste qui força le contact physique. Sa prise sur son poignet était ferme, précise, une pression appliquée sur des points nerveux spécifiques. Le visage de Lucas devint blanc. Sa main trembla dans sa prise. Pendant 3 secondes, il comprit exactement la force qu'elle était capable de maîtriser. Elle le relâcha, un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Surveille tes pas. » Lucas recula, se frottant le poignet.
Les 3 élèves témoins ne virent que de la serviabilité, mais l'expression de Lucas avait changé. La violence désinvolte qu'il s'attendait à distribuer avait été redirigée, reconditionnée, et lui était revenue avec intérêt. Coach Sanchez observait depuis le palier du premier étage. Ses yeux se plissèrent alors que Léa passait, une reconnaissance dans son regard. « Ça, c'est du jeu de jambes militaires », marmonna-t-il, pas tout à fait à voix basse. Elle continua de marcher. Les miettes de pain se dispersaient malgré tous ses efforts pour rester invisibles. Le vendredi après-midi apporta l'assaut final avant le dénouement. La manipulation de l'autorité transformée en arme. Pendant le 7e cours, un surveillant délivra une autre convocation. Cette fois, Théo était déjà dans le bureau de Madame Delacroix, la proviseure adjointe. Lucas et Hugo le flanquaient, présentant un front uni. Tous 3 affichèrent des expressions de préoccupation feinte. Madame Delacroix fit signe à Léa de s'asseoir. Théo a déposé une plainte pour harcèlement. Les mots flottaient dans l'air conditionné recyclé. Le visage de Léa resta neutre, mais son pouls s'accéléra. C'était la stratégie. Accuser la victime, la forcer à se défendre, l'enterrer sous les procédures. Théo se pencha en avant, la voix tremblante d'une émotion fabriquée. « Elle me suit, fait des commentaires menaçants. J'ai des témoins. » Il hocha la tête vers Lucas et Hugo, qui confirmèrent tous deux avec des expressions solennelles. « Elle m'a cité un code légal bizarre dans le laboratoire de chimie, » ajouta Lucas, comme si elle menaçait de me poursuivre en justice ou quelque chose comme ça. Hugo sortit son téléphone. « J'ai une vidéo d'elle agissant de manière agressive après l'incident du casier jeudi. Elle faisait des gestes hostiles à la caméra. La vidéo montrait Léa pointant le casier tordu, puis son téléphone, le moment où elle créait ses propres preuves. Recadrée et reformulée, elle paraissait conflictuelle, voire menaçante. Madame Delacroix semblait épuisée. « Léa, c'est grave, plusieurs élèves corroborent. Vérifiez les orodatages. » La voix de Léa coupa court. « Chaque incident qu'ils décrivent, j'ai des documents montrant leurs actions initiales. Théo m'a menacé lundi à 16h07 dans le laboratoire de chimie. Monsieur Durand était présent. Lucas m'a agressé dans l'escalier nord-est aujourd'hui à 11h43. Coach Sanchez a été témoin des conséquences. Mon casier a été vandalisé mercredi matin, entre 7h30 et 7h50. J'ai des photographies, des angles de caméras de sécurité et des données GPS montrant que j'étais à la bibliothèque à ce moment-là. » Elle sortit son téléphone, mais Madame Delacroix leva une main. « Je ne vais pas examiner des preuves présentées par des élèves dans une situation de parole contre parole. Conformément à la politique de l'Académie, j'applique un ordre de séparation mutuelle. Vous êtes tous suspendus des activités extrascolaires en attendant l'enquête. Lundi, nous nous réunirons en présence des parents. » Le monde de Léa vacilla. « Je suis puni pour avoir déposé des rapports. Vous êtes séparés d'une situation volatile pour votre propre protection. » Le ton de Madame Delacroix était définitif. Le sourire de Théo était microscopique, visible seulement si l'on savait où chercher. C'était la victoire, la forcer à l'isolement, la dépouiller des quelques structures de soutien qu'elle aurait pu construire. « Séance levée, » dit Madame Delacroix. « Théo, Léa, je veux que vous sortiez tous les deux par des issues séparées, aucun contact, quel qu'il soit. » Les garçons sortirent les premiers. Théo marqua une pause à la porte, jetant un coup d'œil en arrière. Son expression était triomphante. Léa resta immobile jusqu'à ce qu'il soit parti, puis se leva lentement. « Madame Delacroix, proviseure adjointe, » dit-elle doucement, « quand cela remontera au niveau national, rappelez-vous que vous aviez un choix aujourd'hui. » La tête de Madame Delacroix se releva brusquement. « Pardon ?» Mais Léa était déjà partie. La porte se refermant doucement derrière elle. Le commentaire atterrit comme une bombe à retardement, programmée pour exploser plus tard quand le contexte la rendrait dévastatrice. Elle se rendit à la bibliothèque, trouva un coin tranquille et ouvrit son ordinateur portable. L'écran montrait un brouillon d'email à Diego Costa, le frère d'unité de son père. Objet:
Besoin de conseils sur les procédures anti-discrimination. Corps du texte. Chronologie détaillée, fichier de preuves joint, coordonnées GPS du lycée. Elle n'appuya pas encore sur envoyer. Pas avant d'être certaine qu'il n'y avait pas d'autre moyen. La dernière sonnerie retentit à 15h15. Les élèves inondèrent les couloirs dans le chaos habituel du vendredi. Des projets de week-end, criés à travers les casiers, des questions de devoirs de dernière minute, le brouhaha de 2000 adolescents désespérés de liberté. Léa se déplaça à contre-courant vers la sortie près de l'aile scientifique. Léo envoya un SMS disant qu'il était déjà dans le bus avec des amis. Le club d'échecs annulé cette semaine. Elle vérifia 3 fois le message avant de se détendre légèrement. Le parking s'étendait devant elle comme une scène. Des rangées de voitures cuisant sous le soleil de l'après-midi, la chaleur scintillant sur l'asphalte. La section nord du parking était la zone la plus éloignée, réservée au terminal, principalement vide à 15h30 alors que les élèves se précipitaient vers leurs petits boulots et leurs entraînements. Sa Honda rouillée était seule sur la 3e rangée. Elle s'était garée stratégiquement le lundi matin, dos à une clôture, ligne de vue dégagée dans 3 directions, caméra de sécurité sur le lampadaire adjacent. La caméra que l'équipe de maintenance de l'inspecteur d'Académie Bernard avait signalée comme cassée 2 mois auparavant. La caméra que Léa avait personnellement testée mercredi après-midi, en regardant le flux de sécurité depuis un moniteur détourné dans le bureau des installations. Opérationnel, enregistrant, juste commodément non répertorié. Elle atteignit sa voiture à 16h06, le soleil bas, projetant de longues ombres. Le vendredi après-midi signifiait une administration à effectif réduit, des témoins à effectif réduit. Théo avait bien choisi son timing. Une Mercedes entra sur le parking à 16h13. Noire, modèle récent, plaque d'immatriculation personnalisée affichant « Héritage ». Le cadeau de fin d'études de Théo, ou peut-être juste la déclaration de son père sur le pouvoir hérité. Lucas sortit du siège passager, Hugo de l'arrière. 3 contre 1 dans un endroit qu'ils avaient choisi, à un moment qu'ils contrôlaient. Léa s'appuya contre sa Honda, les bras croisés. Son téléphone était visible dans sa main droite, l'écran incliné loin d'eux. La montre connectée à son poignet gauche montrait un discret indicateur d'enregistrement, un point rouge pulsant sous l'écran. Les 2 appareils configurés pour télécharger l'audio vers le stockage cloud toutes les 30 secondes. L'unité de son père lui avait appris « La redondance sauve des vies ». Théo s'approcha avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais fait face à de réelles conséquences. Lucas tourna à sa gauche, coupant la route vers le bâtiment principal. Hugo resta près de la Mercedes, téléphone sorti, mais ne filmant pas cette fois. Ils avaient appris cette leçon. « Monte », dit Théo sans préambule. « On fait un tour. » Léa ne bougea pas. C'est un enlèvement, un délit national. Traverser les frontières régionales en fait un crime avec des peines minimales obligatoires. Théo rit, le son aigu, presque en colère. Qui va te croire? Mon père dirige cette académie. Tu es une élève transférée à problème, sans preuve, sans amis et avec un dossier disciplinaire à partir d'aujourd'hui. On t'offre juste un retour à la maison. On est serviable. J'ai ma propre voiture. Elle hocha la tête vers la Honda. La voiture ne va nulle part. Lucas sortit une télécommande de sa poche, son double, volé dans son casier de sport mercredi. Il cliqua. Les serrures de la Honda s'engagèrent avec un déclic décisif. Tu vois, on assure juste ta sécurité. On s'assure que tu rentres bien chez toi. Les pièces d'échecs se mirent en place. Ils avaient éliminé sa mobilité, isolé l'endroit, construit un récit plausible. 3 élèves inquiets offrant un trajet à une fille dont la voiture ne démarre mystérieusement pas. Son refus la fait paraître paranoïaque. Sa compliance la rend vulnérable. Léa calcule en une fraction de seconde avant de répondre.
Diego était, elle vérifia sa montre, à 14 minutes s'il partait au moment où elle envoyait la localisation GPS. Mais elle ne l'avait pas encore envoyé. Le brouillon d'email restait non envoyé dans sa boîte d'envoi. Une assurance qu'elle n'avait pas encore encaissée. L'indicateur de batterie de son téléphone affichait 3%, la barre rouge pulsant. L'enregistrement épuise la batterie plus vite qu'une utilisation normale. Dernière fois, dit Théo, sa voix tombant à un registre qui fit Lucas se sentir mal à l'aise. Monte dans la camionnette, pas la Mercedes. La camionnette. Les yeux de Léa se posèrent sur l'entrée du parking. Une camionnette utilitaire grise tournait au ralenti près de la route d'accès, vitres teintées, plaque d'immatriculation obscurcie par la boue. Ils avaient planifié cela. Plusieurs véhicules, timing coordonné, dénégation plausible superposée comme une armure. Le blouson de Lucas bougea légèrement. Le contour d'un taser visible contre ses côtes, la poignée dépassant d'une poche intérieure. Hugo la vit le remarquer. Son visage pâlit. « Théo, peut-être qu'on devrait juste... Tais-toi !» Le masque de Théo se fissurait maintenant, le fils policé de l'inspecteur d'académie cédant la place à quelque chose de plus brut. Elle pense qu'elle est plus intelligente que nous. Pense que la documentation et les règles comptent. On va lui apprendre comment le monde réel fonctionne. Une voiture passa sur la route principale, la berline de Madame Delacroix, la proviseure adjointe. Léa croisa son regard à travers le pare-brise. Le regard de Madame Delacroix glissa, le pied fermement sur l'accélérateur. Pas de feu stop, pas de deuxième coup d'œil. Le système avait déjà décidé qui compte. L'écran du téléphone de Léa devint noir. Batterie morte. L'enregistrement s'arrêta en pleine phrase. 3% n'était pas 3%. C'était un arrondi optimiste. La montre connectée continuait d'enregistrer, mais sa capacité de stockage était de 90 minutes maximum. Et ils en étaient déjà à 49 minutes depuis le laboratoire de chimie. « Plus de preuves », marmonna Hugo, le soulagement évident dans sa voix. Théo lui attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans des points de pression exacts qui feraient obtempérer la plupart des gens. Bon choix. Léa trébucha, délibérément maladroite. Son sac à dos glissa de son épaule, frappa le pavé, son contenu se répandant. Cahier, stylo, une bouteille d'eau qui roula sous sa voiture. « Désolé, laissez-moi juste... » Arrête de gagner du temps. Elle s'accroupit pour refaire son lacet. Le mouvement brûla des secondes. 8, 9, 10. La prise de Théo sur son bras se resserra, la tirant à la verticale. Elle parla ensuite lentement, espaçant les mots pour une consommation de temps maximale. « Où allons-nous ? Je dois dire à mon frère où je serai. Léo va bien. » Le sourire de Théo revint, froid et acéré. Hugo l'a vu monter dans le bus. Il est rentré sain et sauf. Hugo hocha la tête en confirmation. Je l'ai vu moi-même. 1515, bus 47. Celui qui passe devant les résidences de la rivière. L'expression de Léa changea. Plus de peur. Quelque chose de plus proche du soulagement, ce qui n'avait aucun sens tactique. Théo remarqua un froncement de sourcils lui plissant le front. « Quoi ? C'est impossible. » Sa voix était stable maintenant, centrée. « Qu'est-ce qui est impossible ?» Hugo sembla sur la défensive. « Je l'ai vu. Léo ne prend pas le bus le vendredi. Il a le club d'échecs jusqu'à 17h30. »« Sauf cette semaine, » continua Léa. « Le club d'échecs a été annulé. Ce que je savais parce que c'est moi qui l'ai organisé. Léo est avec Diego depuis 15 heures. Le frère d'unité de mon père. Ancien commando marine. Actuel président du club de motards ancien combattant. Si vous avez besoin de son CV complet. » Le parking devint silencieux, à l'exception du trafic lointain. La main de Lucas s'éloigna du taser. Le visage d'Hugo perdit plusieurs nuances de couleur. « Vous avez vu exactement qui je me suis assuré que vous verriez, » continua Léa. « Un élève de seconde, la bonne taille, la mauvaise personne. Toute cette conversation,
Vous venez d'avouer une conspiration d'enlèvement de mineurs. Traverser les frontières régionales compte si cette camionnette passe en région voisine, ce que je parie qu'elle ferait. Sous l'œil de la caméra. Elle pointa vers le haut. La caméra de sécurité sur le lampadaire, l'objectif pointé directement sur eux. Le sang-froid de Théo se fractura. Cette caméra est cassée depuis des mois. La maintenance l'a signalée comme hors service. La maintenance s'est trompée. La voix de Léa était précise comme un scalpel. Ou peut-être que quelqu'un voulait qu'elle soit hors du système. Peu importe. Elle a enregistré chaque mot depuis que vous êtes arrivé. Elle tapota son téléphone mort contre sa cuisse. L'écran vacilla. L'indicateur de batterie affichait 47%. Barre de signal complète. Lucas souffla le mot comme une prière à laquelle il ne croyait pas. « Tu mens !» Le téléphone n'était pas mort. L'écran était éteint pour économiser la batterie pendant l'enregistrement. Mais l'audio continuait de se télécharger vers le stockage cloud toutes les 30 secondes. Le brouillon d'email à Diego, envoyé au moment où vous avez dit « monte dans la camionnette ». Il a un flux audio en direct depuis 16h14. Elle vérifia sa montre. 8 minutes de complot criminel, avec 3 témoins, 2 véhicules et un taser que vous avez introduit sur la propriété du lycée. Hugo recula vers la Mercedes, les mains levées. « Je ne savais pas pour le taser. Je jure que non. » Peu importe ce que tu savais, le ton de Léa était presque doux. L'accusation de complot s'applique à tous ceux impliqués dans la planification. Mais tu es intelligent, Hugo. Tu as été intelligent toute cette semaine. Ces adresses IP que tu as utilisées pour les faux réseaux sociaux, retracées via les journaux VPN jusqu'à ton réseau domestique, la vidéo que tu as filmée lundi en chimie, les métadonnées montre qu'elle a été éditée 4 fois avant que tu ne la soumettes comme preuve. Tu as documenté tes propres crimes en temps réel. Le monde de Théo s'effondrait en temps réel. On pouvait le voir à la façon dont ses épaules se tendaient, à la façon dont ses mains se crispaient et se détendaient. C'est insensé. Tu nous as tendu un piège. Vous vous êtes tendu un piège à vous-même. La voix de Léa ne monta pas, ne célébra pas. Elle énonça juste un fait. J'ai documenté ce que vous avez fait, répondu aux menaces que vous avez initiées, créé des chaînes de preuves dont vous auriez pu vous éloigner à tout moment. Lundi, vous auriez pu vous excuser. Mardi, vous auriez pu arrêter. Mercredi, jeudi, aujourd'hui. Chaque escalade était un choix, vos choix. Je vous ai juste donné assez de cordes pour démontrer un schéma et une intention. Le son commença comme un tonnerre lointain, un grondement sourd qui s'intensifia progressivement comme les orages qui traversent les plaines ouvertes. Mais le ciel était sans nuages, et le tonnerre ne grogne pas comme ça. Mécanique. Plusieurs moteurs en rythme synchronisé. Lucas l'entendit en premier, la tête pivotant vers l'entrée du parking. Hugo trébucha en arrière, manquant de se prendre les pieds. Théo resta figé, les mains toujours tendues vers Léa, comme s'il avait oublié ce qu'il comptait en faire. Les motos apparurent en formation. Pas en course, pas pressées. Juste inévitables. 12 motos en 2 colonnes décalées, roulant avec une précision militaire. Le chrome captait la lumière du soleil. Les gilets en cuir portaient des écussons. Anciens combattants, MC, emblème des commandos marines, drapeau français. La moto de tête était une Harley Davidson noire, le pilote portant un gilet avec l'écusson « Président » sur les épaules. Ils ne s'arrêtèrent pas en crissant. Ils se mirent en position comme de l'eau remplissant l'espace disponible, les moteurs ralentissant à l'unisson. Chaque sortie de la section nord du parking fut soudainement bloquée. Pas piégée, juste contrôlée. Les phares formèrent un périmètre qui fit de Théo, Lucas et Hugo le centre d'un projecteur pour lequel ils n'avaient jamais auditionné. Diego Costa descendit le premier. La quarantaine, main cicatrisée, des yeux qui ont trop vu et n'ont rien oublié. 5 autres motards suivirent,
Des hommes et 2 femmes, tous portant les mêmes écussons, tous se déplaçant avec la même économie de mouvement contrôlé. Pas agressif. Juste présent d'une manière qui changeait tous les calculs. La main de Théo était toujours tendue, toujours agrippant le bras de Léa. Le regard de Diego tomba sur ce point de contact, puis remonta vers le visage de Théo. Quand il parla, sa voix porta sans volume, une projection apprise en donnant des ordres sous le feu. « Théo Bernard, nous attendions que vous fassiez cette erreur précise. » Théo, toujours agrippant le bras de Léa, essaya de comprendre les mots de Diego. « De quoi parlez-vous? Nous étions juste complot d'enlèvement. » Diego sortit une tablette, l'écran brillant sous le soleil de l'après-midi. Une enquête nationale a été ouverte hier concernant le bureau de l'inspecteur d'académie Bernard. 3 plaintes enterrées au cours des 2 dernières années. Des filles qui ont signalé des agressions, du harcèlement, des menaces. Des filles dont les familles ont été payées ou intimidées pour se taire. Tu n'es pas créatif, Théo. Tu es prévisible. Lucas relâcha sa prise sur le taser, les mains se levant lentement. Nous ne savions rien d'une enquête. Vous en saviez assez. Diego fit défiler des images de surveillance sur la tablette, plusieurs dates, plusieurs lieux. Confrontation dans les couloirs, incident sur le parking, le laboratoire de chimie le lundi. Nous vous surveillons dans le cadre des dispositifs de protection des témoins, attendant que vous commettiez un acte suffisamment grave pour que votre père ne puisse pas le faire disparaître. Léa recula de la prise de Théo. Il ne résista pas cette fois, sa confiance évaporée comme des vapeurs d'essence. Elle se tourna pour faire face à Diego pleinement, et quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, compréhension mutuelle, un plan exécuté exactement comme prévu. « Je ne suis pas juste une élève transférée », dit Léa doucement, sa voix portant à travers le parking, atteignant chaque membre du périmètre des anciens combattants MC. « Je suis une informatrice confidentielle pour le défenseur des droits, service de lutte contre les discriminations. Dans mon ancienne école, le lycée Westmont, un élève de terminale a agressé une élève de seconde dans le local d'équipement. J'en ai été témoin par l'interstice de la porte. Je l'ai signalé immédiatement. Sa famille avait de l'argent. Sa famille avait des relations. Ils l'ont payé pour qu'elle se rétracte, payé les témoins pour qu'ils oublient, payé les administrateurs pour qu'ils perdent les documents. Elle retira le bracelet en paracorde de son poignet, le brandissant. Mon père est mort en croyant que les systèmes fonctionnent si les bonnes personnes se lèvent. J'ai regardé cette fille s'asseoir au tribunal et dire qu'elle avait menti sur son agression parce que ses parents n'avaient pas les moyens de se battre. Alors, cette fois, je n'ai pas agi seul. J'ai documenté, j'ai attendu. Je vous ai laissé construire votre propre prison. » Le visage de Théo passa par plusieurs émotions. Déni, colère, calcul, peur. Tu ne peux rien prouver. Cet enregistrement est inadmissible. La loi régionale exige le consentement des 2 parties sur la propriété de l'école. Bien essayé. La voix d'Hugo craqua à travers le parking. Il s'était éloigné de la Mercedes, mettant de la distance entre lui et Théo. Mais j'ai aussi enregistré chaque conversation depuis lundi, consentement total de ma part, ce qui le rend légal en vertu des lois nationales sur l'interception de communication. Lucas se tourna vers Hugo comme s'il avait été giflé. « Quoi? Tu crois que je voulais être ici ?» Les mains d'Hugo tremblaient, mais sa voix se raffermit. « Théo a menacé de divulguer des messages entre moi et un autre gars de ma classe de programmation. Il a dit qu'il me outerait devant tout le lycée à mes parents. Je suis allé voir Madame Delacroix, la proviseure adjointe. Elle m'a dit de gérer ça discrètement. Alors je suis allé voir le procureur de la République à la place. Ils m'ont promis l'immunité si je recueillais des preuves sur le comportement de Théo. » Théo se jeta sur Hugo. Pure rage, aucune stratégie. Il fit 3 pas avant que Léa ne bouge. Sa réaction était l'instinct enveloppé d'entraînement. Elle ne le poursuivit pas. Elle l'intercepta. Un pas de côté la positionna sur sa trajectoire. Un mouvement de hanche redirigea son élan.
Sa main attrapa son poignet en plein mouvement, le pouce pressant des points nerveux qui firent s'ouvrir ses doigts en spasmes. La clé de poignet était classique, force minimale, contrôle maximal. Théo essaya de se libérer. Elle appliqua une pression vers le haut, le forçant à s'agenouiller pour éviter des lésions articulaires. « Arrête de bouger, tu aggraves la situation. » Lucas s'élança, vraisemblablement pour aider. La voix de Diego l'arrêta net. Ce serait agresser un témoin national. Ajoutez-le à votre liste si vous voulez. Nous avons 12 caméras en marche. Lucas se figea. Son visage montra le moment exact où il comprit que le piège s'était déjà refermé. Pas de voie d'évasion, pas de dénégation plausible, juste les conséquences arrivant enfin après 17 ans d'immunité. Léa relâcha le poignet de Théo. Il le serra contre sa poitrine, la regardant fixement. « J'aurais pu mettre fin à ça lundi, » dit-elle, la voix aussi plate que le pavé. Une clé de poignet, un appel à Diego. Mais c'est ce qui s'est passé à Westmont. J'ai agi seul et le système a protégé le prédateur. Alors cette fois, j'ai attendu. J'ai documenté chaque menace, chaque escalade, chaque choix que vous avez fait pour blesser quelqu'un de plus faible. J'avais besoin que vous choisissiez l'enlèvement. J'avais besoin du complot. J'avais besoin de crimes que même votre père ne peut pas enterrer. Elle jeta un coup d'œil à Diego, puis de nouveau à Théo. Je devais protéger Léo, oui. Mais plus que cela, je devais protéger la prochaine fille. Celle qui viendra après moi et qui ne connaîtra pas l'autodéfense, qui n'aura pas de commando pour la couvrir. J'ai enduré votre cruauté pour que les preuves soient irréfutables, pour que, lorsque je demanderai au système de changer, il ne puisse pas détourner le regard. Elle marqua une pause. C'est pourquoi j'ai attendu. C'est pourquoi je suis toujours debout. Théo ne dit rien. Il n'y avait plus rien à dire. Diego fit un signe de tête à 2 motards, une femme avec des écussons de secouriste et un homme portant des documents d'allure officielle. « Léa, vous avez besoin d'une évaluation médicale pour la prise au bras. Protocole standard, Théo Bernard, Lucas Martin, vous êtes détenus en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Nous avons appelé le 17 il y a 6 minutes. Les agents sont en route. » Les jambes de Lucas cédèrent. Il s'assit lourdement sur l'asphalte, la tête entre les mains. Hugo se tenait à l'écart, les bras croisés, l'air à la fois soulagé et terrifié. Les sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant. Les conséquences se déployèrent par couches, chacune délibérée et documentée. La réponse immédiate arriva en quelques heures. Théo et Lucas furent arrêtés sur place. Complot d'enlèvement, agression, intimidation de témoins. Les accusations étaient nationales car le statut d'informatrice confidentielle de Léa déclenchait les protocoles du ministère de la Justice. Hugo fut placé en garde à vue protectrice, sa coopération formalisée par des accords d'immunité signés avant le coucher du soleil. Léa donna une déclaration de 5 heures aux enquêteurs. Chaque mot enregistré, chaque pièce de preuve cataloguée. Les conséquences personnelles arrivèrent en 1 semaine. L'inspecteur d'académie Bernard fut mis en congé administratif en attendant une enquête du défenseur des droits. La bourse sportive complète de Lucas pour l'université d'État fut révoquée. La politique de tolérance zéro de l'établissement en matière de crimes violents ne laissant aucune zone grise. Le père de Théo tenta de négocier des accords de plaidés coupables, mais les procureurs nationaux refusèrent. 3 victimes précédentes se manifestèrent lorsqu'elles entendirent parler des arrestations, encouragées par le fait que quelqu'un était enfin tenu responsable. Les conséquences académiques prirent 1 mois pour se manifester pleinement. L'enquête du défenseur des droits s'étendit pour examiner 3 ans de dossiers disciplinaires. Des schémas émergèrent, plaintes rejetées, preuves perdues, victimes transférées, tandis que les agresseurs restaient. Un comité d'examen indépendant fut nommé. Les notes de Léa furent entièrement rétablies, ses activités réintégrées. Madame Delacroix, la proviseure adjointe, publia des excuses écrites officielles qui sonnèrent creux, mais créèrent des dossiers légaux. Les conséquences communautaires ébranlèrent l'académie.
La réunion du conseil d'administration du lycée 4 semaines après les arrestations attira 400 participants. Les parents exigèrent la démission de l'inspecteur d'académie Bernard. Les élèves témoignèrent d'un climat de peur, de systèmes de signalement qui protégeaient les familles puissantes au détriment des élèves vulnérables. Les actualités locales couvrirent chaque session. Le club de motards anciens combattants assista en tenue complète, observateurs silencieux au dernier rang, leur seule présence envoyant un message sur la responsabilité. Les conséquences institutionnelles se construisirent sur 3 mois. L'inspecteur d'académie Bernard démissionna plutôt que d'affronter des audiences de licenciement. Un audit national sur les droits civiques révéla des défaillances systémiques. Formation inadéquate, surveillance insuffisante, politique conçue pour minimiser la responsabilité plutôt que pour protéger les élèves. Théo fut inculpé comme un adulte. Enlèvement avec séquestration, agression, complot. Il risquait 3 à 5 ans s'il était reconnu coupable. Lucas accepta de plaider coupable pour réduire les accusations. 18 mois en centre éducatif fermé plus une thérapie obligatoire. Ses parents engagèrent les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter. Mais même eux ne purent effacer les preuves vidéo. Les conséquences à long terme s'étendirent au-delà de l'année scolaire. Léa établit Bouclier témoin, un programme dirigé par des pairs reliant les élèves à des ressources légales et des avocats formés. Le club de motards anciens combattants s'associa à elle, offrant des ateliers d'autodéfense axés sur la désescalade et la documentation. Au printemps, 2 académies voisines demandèrent à implémenter le modèle. Les recruteurs des universités et grandes écoles le remarquèrent. Les essais sur le changement systémique et le courage sous pression avaient du poids dans les bureaux d'admission. 6 mois après ce vendredi, dans la section nord du parking, Léa se tenait au même endroit. L'asphalte retenait la chaleur différemment maintenant, le printemps faisant la transition vers le début de l'été, le soleil de l'après-midi moins agressif. 20 filles se rassemblèrent autour d'elle, allant des élèves de seconde au terminal, toutes apprenant des techniques de base d'autodéfense. Elle démontra des échappatoires à la clé de poignet sur une volontaire. Le mouvement était précis, contrôlé. « Pression ici », indiqua-t-elle des points nerveux. « Ça les fait lâcher. Vous n'essayez pas de les blesser. Vous créez de l'espace pour vous échapper. » Les filles pratiquèrent par paires. Certaines gloussèrent nerveusement. D'autres se concentrèrent avec une intensité qui témoignait d'une expérience personnelle. Léa se déplaça entre elles, ajustant les prises, corrigeant les postures, offrant des encouragements discrets. Diego observait depuis sa moto, garée au même endroit où il avait bloqué la voie d'évasion de Théo. Sa présence était protectrice, mais non envahissante. La laissant enseigner, la laissant diriger, mais prêt si nécessaire. Madame Delacroix, la proviseure adjointe, désormais proviseure par intérim après un mois de pression communautaire, observait depuis la fenêtre de son bureau. Elle tenait une tasse de café, l'expression illisible. La culpabilité habitait sa posture. La réforme habitait les changements de politique qu'elle mettait en œuvre, lentement, mais de manière mesurable. À travers la ville, Théo était assis en centre éducatif fermé en attendant son procès. Ses appels avaient été rejetés 2 fois. Son père attendait devant les tribunaux avec une mallette vide, carrière détruite, héritage redéfini comme un conte moralisateur. Lucas écrivit des lettres depuis son établissement, de longues excuses décousues que Léa avait reçues mais n'avait pas ouvertes. Le pardon exigeait un temps qu'elle n'avait pas encore alloué. Hugo fréquentait maintenant un lycée différent, à 2 académies de distance. Thérapie 3 fois par semaine. Service communautaire obligatoire consistant à enseigner la programmation à des élèves d'école primaire. Il a aidé un élève de seconde harcelé sa 2e semaine là-bas, à parler immédiatement, à escorter l'enfant au bureau du conseiller d'orientation. Petite rédemption mais sincère. La séance d'autodéfense se termina à 17h30. Les filles se dispersèrent progressivement, certaines restant pour poser des questions sur le programme Bouclier témoin.
Léa répondit à chacune patiemment, fournit des brochures d'information, échangea des coordonnées. Construire des réseaux, une connexion à la fois. Elle fut la dernière personne sur le parking alors que le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et de violet. L'endroit où Théo l'avait attrapé au bras était désormais marqué par une borne d'appel d'urgence bleue, une des 4 installées dans le cadre de la refonte de la sécurité. Un autocollant du club de motards anciens combattants décorait le nouveau poste de sécurité où un vrai gardien était assis pendant les heures de cours. Pas seulement de l'équipement abandonné. Léa était assise sur le capot de sa Honda, faisant défiler son téléphone. Le site d'actualité locale se chargea lentement. Le titre attira son regard. 3 élèves du lycée Jefferson signalent un harcèlement systématique. Le bureau de l'inspecteur d'académie sous enquête. Elle lut rapidement. Villes différentes, schémas similaires, familles puissantes, plaintes enterrées, élèves craignant de parler. L'article citait un tuyau anonyme qui avait fourni aux enquêteurs des documents couvrant 2 ans. Son pouce survola le bouton de partage. Puis elle ouvrit ses contacts, trouva le numéro de Diego, tapa un message. Lycée Jefferson, à 40 minutes à l'ouest. Peux-tu être là lundi matin? Sa réponse arriva en quelques secondes. Déjà dessus, combien de motos tu envisages? Elle sourit, répondit, autant qu'il faudra. La justice n'est pas un moment, c'est un processus. C'est se montrer, documenter, refuser de laisser les systèmes écraser les gens qui ont toutes les raisons de se taire. Son père lui avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire la chose effrayante quand même, avec des preuves, avec patience, avec des gens qui vous soutiennent. Léa rangea son téléphone, démarra sa Honda et rentra chez elle. Le moteur démarra en douceur, la télécommande volée de Lucas rendue par le traitement des preuves le mois dernier. Le bracelet en paracorde était maintenant dans sa boîte à gants, trop usé pour un usage quotidien. Mais sa leçon demeurait. Certains nœuds sont conçus pour ne pas céder sous la pression. Certaines personnes sont entraînées de la même manière. Lundi matin, elle passerait un appel. Mardi, elle commencerait à recueillir des preuves. D'ici vendredi, peut-être qu'un autre parking verrait des motos former des périmètres. Une autre bande de brutes ferait face aux conséquences. Une autre victime apprendrait qu'elle n'est pas seule. Le travail continue, la lutte continue, et elle ne fait que commencer.